Ma femme a jeté mon gâteau d'anniversaire par terre devant 30 personnes, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Mange-le par terre ». Puis elle a ri. Ce soir-là, la mère de ma femme m'a envoyé un SMS, nous avons décidé de couper tout contact. Éloigne-toi pour toujours. Ma femme l'a liké. J'ai répondu. Ma femme a jeté mon gâteau d'anniversaire par terre devant 30 personnes, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Mange-le sur le sol ». Puis elle a ri. Sa mère a ri. Sa sœur a ri. Ses deux frères ont ri. Même le cousin qui me connaissait à peine, celui qui était venu sans y être invité et avait mangé 4 assiettes. Il a ri aussi. Et je suis resté assis là, au bout de ma propre table d'anniversaire, entouré par les débris d'un gâteau de 300 $ que j'avais payé moi-même dans un restaurant que j'avais réservé 6 semaines à l'avance. Dans une salle à manger privée que j'avais spécifiquement demandé pour que ma femme puisse se sentir à l'aise avec sa famille autour d'elle. Je n'ai pas dit un mot, non pas parce que j'étais faible, non pas parce que j'étais embarrassé, non pas parce que je ne savais pas ce qui venait de se passer. Je n'ai pas dit un mot parce que je savais déjà ce que j'allais faire. Et à minuit ce même soir, 100 appels manqués s'étaient accumulés sur le téléphone de Jacqueline. La discussion de groupe que sa mère gérait, celle à laquelle je n'avais jamais été ajouté, avait apparemment explosé. Sa sœur appelait depuis sa voiture. Son frère menaçait de venir en voiture. Tout cela à cause d'un message texte que j'avais envoyé à 21h48 pendant que ma femme célébrait encore mon anniversaire sans moi. 7 mots. Je retire mon nom de tous les prêts demain. Mais je m'avance un peu parce qu'avant de comprendre ce que j'ai fait cette nuit-là, vous devez comprendre quel genre d'homme j'étais avant que tout cela ne commence. Et vous devez comprendre dans quel genre de famille je m'étais marié. Parce que le gâteau d'anniversaire n'était pas le début. C'était juste le moment où j'ai enfin vu clairement. Avant de continuer à regarder, si cette histoire résonne en vous, si vous avez déjà été humilié par les personnes qui étaient censées vous aimer, ou si vous êtes déjà resté silencieux alors que vous auriez dû parler, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire, et dites-moi, avez-vous déjà souri à travers quelque chose qui vous brisait à l'intérieur? Je veux lire chacun d'entre eux. Maintenant, laissez-moi vous raconter toute l'histoire. Mon nom est Christopher Dalton. J'ai 37 ans. Je suis responsable principal des risques de portefeuille chez Meridian Capital Group, une société de services financiers de taille moyenne dont le siège est dans le quartier de West Loop à Chicago, Illinois. Je travaille dans l'évaluation des risques depuis 12 ans. C'est exactement le genre de travail qui semble ennuyeux lors des dîners jusqu'à ce que quelqu'un demande ce que cela signifie réellement. Et puis j'explique que ma signature est ce qui se dresse entre une entreprise et la ruine financière. Et soudain, la pièce devient un peu plus silencieuse. Ce que cela signifie en termes pratiques, c'est ceci. Je n'analyse pas seulement le risque, je le garantis. Mon nom figure sur les contrats. Mon crédit soutient les transactions. Lorsqu'une entreprise a besoin d'un garant principal pour sécuriser un financement, un être humain réel avec un profil financier réel prêt à être personnellement responsable, ils viennent voir des gens comme moi. J'ai passé 12 ans à construire un profil de crédit et une réputation professionnelle que la plupart des gens dans mon domaine passent des carrières entières à poursuivre. Un score de crédit de 791, 0 délinquance, 3 lettres de recommandation professionnelle de prêteurs institutionnels, une déclaration financière personnelle qui fait sourire les courtiers en hypothèque lorsqu'ils ouvrent le dossier. Et pendant 3 ans de mon mariage avec Jacqueline, ce profil avait fonctionné très discrètement, très significativement en faveur de sa famille. Ils n'en connaissaient pas toute l'étendue, ou plutôt, ils en savaient juste assez pour en profiter et pas assez pour être reconnaissants. J'ai rencontré Jacqueline Harmon lors d'un événement de réseautage professionnel au Chicago Cultural Center au printemps 2019. Elle travaillait dans la gestion de marque pour une agence de conseil en marketing régional. Vive, confiante, le genre de femme qui entre dans une pièce et en comprend immédiatement la géométrie, qui sont les personnes importantes, où se déroulent les vraies conversations. J'étais attiré par sa certitude. Je suis le genre de personne qui calcule avant de parler. Jacqueline parlait d'abord et calculait plus tard, et à l'époque, j'ai trouvé cela magnétique. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Je l'ai demandé en mariage sur le Navy Pier au coucher du soleil, ce dont je suis un peu embarrassé rétrospectivement, mais elle a pleuré et a dit oui, et ses mains tremblaient quand je lui ai mis la bague. Et à ce moment-là, j'ai cru tout ce que j'avais besoin de croire. Nous nous sommes mariés au Bridgeport Art Center. 140 invités.
De mon côté de l'allée, ma mère, mon jeune frère Nathan, 4 amis proches de l'université, et une poignée de collègues. J'aimais sincèrement son côté, 47 personnes. Parce que la mère de Jacqueline, Eleanor Harmon, ne croyait pas aux petits rassemblements et avait des opinions bien arrêtées sur les plans de table. Eleanor Harmon. Vous devez comprendre Eleanor pour que cette histoire ait un sens. Eleanor avait 61 ans, une ancienne agent immobilier qui avait cessé de travailler lorsque son deuxième mari est décédé et l'a laissé suffisamment à l'aise pour passer ses journées à cultiver des opinions sur les choix des autres. Elle était le genre de femme qui appelait sa fille 3 fois par jour et considérait cela comme un acte d'amour. Elle était le genre de femme qui parlait de la profession de son gendre comme des trucs de finance avec un petit geste dédaigneux, même si ces trucs de finance subventionnaient chaque décision financière importante que sa famille avait prise au cours des 3 dernières années. Elle ne m'avait jamais appelé une seule fois par mon prénom sans que cela sonne comme une note de bas de page. Les prêts ont commencé modestement. C'est ainsi que ces choses commencent toujours. 6 mois après notre mariage, Jacqueline a mentionné que son jeune frère Devlin essayait d'ouvrir un food truck dans le quartier de Pilsen. Il avait l'idée. Il avait l'enthousiasme. Il avait un nom, un logo et une playlist pour sa grande ouverture. Ce qu'il n'avait pas, c'était l'historique de crédit nécessaire pour obtenir le financement de l'équipement. Jacqueline m'a demandé si je voulais être co-signataire. Je veux vous dire que j'ai délibéré pendant des semaines. Je ne l'ai pas fait. J'y ai réfléchi pendant 2 jours, j'ai fait une évaluation de base des risques dans ma tête parce que c'est vraiment comme ça que mon cerveau fonctionne. J'ai décidé que Devlin semblait sérieux et que le montant était gérable et j'ai signé. Le food truck a bien fonctionné pendant 8 mois. Puis Devlin a pris une série de décisions que s'il me les avait soumises d'abord, je lui aurais dit qu'elle ferait s'effondrer le tout en un trimestre. Il ne me les a pas soumises. Au 10e mois, les paiements ont commencé à arriver en retard. Au 14e mois, ils ont cessé. J'ai couvert le solde restant moi-même plutôt que de le laisser affecter mon crédit. Je n'en ai rien dit à Jacqueline. Je ne voulais pas créer une situation familiale. C'était la première erreur, car lorsque vous absorbez discrètement les conséquences de quelqu'un, il n'en tire aucune leçon. Il regarde simplement autour de lui et remarque que la conséquence a disparu. Le deuxième prêt était l'idée d'Eleanor, bien qu'il m'ait été présenté comme une conversation familiale. Eleanor voulait aider sa fille Simone, la sœur aînée de Jacqueline, à acheter un condo dans le quartier de Wicker Park. Simone avait 39 ans, louait depuis 15 ans et voulait se constituer un patrimoine, une ambition raisonnable. Le problème était que le crédit de Simone avait été endommagé par un règlement de divorce 2 ans auparavant, et elle ne pouvait pas prétendre à un taux hypothécaire compétitif seule. Eleanor a organisé un dîner dominical chez elle à Oak Park. Rôti de bœuf, bon vin, tout le monde de bonne humeur. Et puis, au dessert, elle m'a regardé et a dit très nonchalamment, comme si elle me demandait de passer le pain, qu'elle avait parlé à un prêteur, et que mon nom sur la garantie hypothécaire rendrait tout cela possible pour Simone. C'était présenté comme une gentillesse, une opportunité pour moi de faire partie de la famille d'une manière réelle et significative. J'ai regardé Jacqueline. Elle regardait son assiette. Cela aurait dû tout me dire. J'ai dit que j'y réfléchirais. Eleanor a souri. Le sourire d'une femme qui n'avait jamais entendu l'expression y réfléchir l'utiliser autrement que comme un précurseur de oui. J'ai fait les calculs cette semaine-là. Le revenu de Simone était stable. La propriété était solide. Le risque était réel mais gérable. Et je voulais sincèrement être le genre de personne qui aide sa famille quand il le peut. J'ai signé en tant que garant principal sur l'hypothèque de Simone. Mon nom, mon crédit, ma responsabilité financière si quelque chose tournait mal. Simone a obtenu un taux de 4,1% qu'elle n'aurait pas pu approcher sans moi. Personne ne m'a remercié au dîner. Eleanor a dit, merveilleux. Maintenant c'est réglé. Et elle est passée à une conversation sur le projet de rénovation d'un voisin. Je veux faire une pause ici parce que je pense que certains d'entre vous se demandent pourquoi j'ai continué à permettre cela. Et je me suis posé cette question plus de fois que je ne peux compter. La réponse honnête est que j'ai été élevé dans la conviction qu'un homme qui a la capacité d'aider devrait aider. Mon père a travaillé pendant 31 ans comme ingénieur en structure à Indianapolis. Il a co-signé un prêt pour son frère. Il a garanti le refinancement de sa mère.
Il a mis son nom sur des choses parce qu'il croyait que la famille signifiait quelque chose au-delà du sentiment. Cela signifiait être présent de manière concrète, spécifique, coûteuse, comme le sentiment ne pourrait jamais l'être. J'ai hérité de cette croyance. Et comme beaucoup de croyances héritées, je n'avais jamais vraiment examiné si elle était accueillie avec une quelconque réciprocité. Jacqueline m'aimait. Je le croyais. Je le crois encore à certains égards. Mais Jacqueline venait aussi d'une famille qui avait une compréhension très spécifique de ce à quoi servaient les maris. Et la façon dont j'ai géré le premier prêt, puis le second, avait discrètement communiqué à tout le monde dans cette famille que j'étais le genre d'homme à qui l'on pouvait demander sans conséquence. Qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Il se trompait à ce sujet. Mais il a fallu un gâteau d'anniversaire par terre dans un restaurant pour que je le dise. Mon 37e anniversaire tombait un jeudi début mars. Jacqueline avait prévu un dîner, une salle à manger privée chez Monteverde, un restaurant sur West Monroe que j'aime vraiment. Pas de fête maison, carte des vins sérieuse, le genre d'endroit qui vous fait sentir qu'un repas vaut le temps qu'il faut pour le manger. Elle m'a dit que ce serait intime, des amis proches. Mon frère Nathan arrivait de Détroit en avion. Sa famille serait là. Sa mère, Simone, Develin, sa tante Patricia de Naperville, mais elle a dit que ce serait équilibré, que ce serait ma soirée. Je suis arrivé à 18h30. La salle privée pouvait accueillir environ 25 personnes. Quand je suis entré, le nombre d'invités était plus proche de 30, et j'ai immédiatement remarqué que mon côté de la balance était léger. Mon frère Nathan était là, déjà au bar, l'air légèrement déconcerté. Mes deux plus proches amis du travail, Tyler et Ramirez, étaient assis ensemble près du fond, engageant une conversation polie avec des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Mon ami d'université, Derek, avait fait le trajet depuis Evanston spécifiquement pour cela. Tous les autres étaient de la famille de Jacqueline, ou des gens que je n'avais jamais rencontrés qui semblaient être les amis de la famille de Jacqueline. Je n'ai rien dit. Je me suis assis. J'ai pris un verre. J'ai essayé d'être présent. Eleanor tenait la cour à l'autre bout de la table, comme elle le faisait toujours, racontant une histoire sur une transaction immobilière qu'elle avait gérée il y a 20 ans, comme si c'était arrivé la veille et constituait une mythologie personnelle. Develin était sur son téléphone pendant la majeure partie de la première heure. Simone parlait à deux femmes que je ne reconnaissais pas d'une retraite de yoga qu'elle prévoyait. Une retraite de yoga qui, alors que j'étais assis là à faire le calcul silencieux que je fais toujours, était probablement financée de manière indirecte par le fait que son paiement hypothécaire était plus bas qu'il n'aurait dû l'être. Le dîner lui-même s'est bien passé, bonne nourriture, quelques bons moments. Nathan a porté un toast qui était chaleureux et sincère et m'a fait sentir brièvement que la soirée était ce qu'elle était censée être. Puis le gâteau est arrivé. C'était un bon gâteau. Je le sais parce que j'avais vu le reçu. Jacqueline l'avait envoyé sur notre compte commun. $320 d'une boulangerie sur Northwest. Chocolat étagé sur mesure, qui est mon préféré. Le personnel l'a apporté avec une bougie et une petite salve d'applaudissements. Jacqueline s'est levée. Et c'est le moment que j'ai rejoué tant de fois qu'il a pris la qualité de quelque chose que j'ai regardé dans un film plutôt que quelque chose que j'ai vécu, parce que cela n'a toujours pas entièrement de sens pour moi, même maintenant. Elle s'est levée et a fait un commentaire. Je ne le répéterai pas mot pour mot parce que je ne comprends toujours pas entièrement ce qu'elle voulait dire par là. Que ce soit une blague qui a raté de manière catastrophique ou quelque chose qu'elle retenait depuis des mois qui a choisi ce moment pour faire surface. Mais la substance était que j'étais contrôlant, que j'étais froid, que je gérais tout dans notre mariage comme une feuille de calcul, et que peut-être cet anniversaire était approprié parce que même la façon dont je l'avais planifié ressemblait à une transaction. La table est devenue silencieuse pendant exactement 2 secondes. Puis Eleanor a ri la première, un rire sec et éclatant, comme si elle attendait la permission. Et puis la salle a suivi. Pas tout le monde. Nathan n'a pas ri. Tyler non plus. Derek non plus. Ramirez a posé son verre et a regardé la nappe, mais assez de personnes dans la salle ont ri pour que le son remplisse l'espace. Et Jacqueline, enhardie par la réponse, s'est penchée en avant et a poussé le gâteau du bord de la table. $320 de gâteau d'anniversaire sur mesure ont atterri sur le sol d'un restaurant que je payais dans une salle à manger privée que j'avais réservée. Mange-le sur le sol, a-t-elle dit. Plus de rire. Develin avait sorti son téléphone. Je ne savais pas encore s'il filmait. J'ai regardé le gâteau par terre.
J'ai regardé ma femme. J'ai regardé Eleanor, qui souriait toujours avec la satisfaction spécifique d'une femme qui avait accompli quelque chose qu'elle préparait depuis un certain temps. J'ai regardé Nathan, qui était devenu complètement immobile, et je n'ai rien dit. J'ai pris ma serviette. Je l'ai posée sur la table. J'ai reculé ma chaise. J'ai dit d'une voix que j'ai gardée très plate et très calme que j'avais besoin d'air. Et je suis sorti de la salle à manger privée, j'ai traversé le restaurant et je suis sorti sur West Monroe Street. Il faisait 31 degrés. Je suis resté sur le trottoir dans ma veste de soirée et j'ai pensé très clairement pendant environ 4 minutes, non pas à ce que je ressentais, mais à ce que j'allais faire. J'ai appelé Nathan de l'extérieur. Il est sorti 2 minutes plus tard, son manteau encore déboutonné. « Est-ce que ça va » a-t-il demandé. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi » ai-je dit. « J'ai besoin que tu retournes à l'intérieur, que tu finisses ton dîner, que tu te comportes tout à fait normalement, et que tu ne dises à personne que je t'ai appelé. Chris, s'il te plaît. » J'ai dit, j'ai besoin de 30 minutes. Il m'a regardé de la façon dont mon frère m'a regardé toute ma vie quand il sait que j'ai déjà pris ma décision. Il a hoché la tête et est retourné à l'intérieur. Je suis resté sur ce trottoir pendant 28 minutes. J'avais mon téléphone. J'avais l'application de notes que j'utilise pour rédiger des choses quand j'ai besoin de penser clairement et j'ai commencé à écrire, pas une confrontation, pas un discours, une liste. Chaque instrument financier auquel mon nom était actuellement attaché en relation avec la famille de Jacqueline. Solde du prêt d'équipement absorbé, fermé, mais la demande initiale toujours sur mon profil de crédit. Garantie hypothécaire de Simone, active, mon nom sur le document, ma responsabilité si elle faisait défaut. Le troisième élément de la liste était celui qui comptait le plus et celui dont Eleanor ne savait pas que j'étais au courant. 3 semaines auparavant, Jacqueline m'avait dit que sa mère cherchait à refinancer sa maison à Oak Park. L'hypothèque actuelle d'Eleanor avait un taux défavorable qu'elle avait bloqué il y a des années, et un refinancement pourrait lui faire économiser une somme d'argent mensuelle importante. Le prêteur avec lequel il travaillait avait signalé que le ratio dette-revenu d'Eleanor était limite. Jacqueline avait mentionné très prudemment, très doucement, qu'Eleanor espérait que je serais prêt à co-signer. Je n'avais pas encore dit oui. Je n'avais pas dit non. C'était encore dans un statut que j'avais classé en interne comme en attente d'informations complémentaires. Debout sur West Monroe Street par une température de 31 degrés avec du gâteau d'anniversaire sur le sol du restaurant derrière moi, ce statut était maintenant résolu. J'ai ouvert mes messages textes et j'ai tapé un message à Jacqueline. 7 mots. Je retire mon nom de tous les prêts demain. Je l'ai envoyé à 21h47. Puis j'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. Mon téléphone a commencé à sonner à 21h52. Je n'ai pas répondu. À 22h15, j'avais 40 appels manqués. À 22h45, j'en avais 67. À minuit, le nombre avait dépassé 100. Les textos arrivaient de numéros que je ne reconnaissais pas toujours. Develin, Simone, le numéro d'Eleanor, que j'avais enregistré sous Eleanor parce que Jacqueline me l'avait demandé, non pas parce que je l'avais choisi. 2 numéros que je ne reconnaissais pas et que j'ai découvert plus tard être des amis d'Eleanor qui avaient été impliqués d'une manière ou d'une autre dans la situation. J'ai retourné mon téléphone et je suis allé me coucher. Non pas parce que j'étais en paix. Je veux être honnête avec vous. Je suis resté dans le noir pendant 2 heures à regarder le plafond, passant en revue toutes les versions de ce à quoi la semaine suivante allait ressembler. Je savais que ce serait laid. Je savais qu'il y aurait une pression que je ne pouvais pas entièrement anticiper. Je savais que Jacqueline rentrerait à la maison et que je devrais voir son visage. Mais je savais aussi quelque chose que je n'avais pas su clairement avant cette soirée. Que la version de moi qui absorbait les conséquences en silence, qui signait sans être remercié, qui s'asseyait au bout de sa propre table d'anniversaire pendant que sa femme jetait son gâteau par terre, cette version de moi avait cessé de fonctionner au moment où Jacqueline a dit « Mange-le sur le sol ». Elle est rentrée à la maison à 0h40 du matin. J'ai entendu la porte. Je l'ai entendu poser ses clés. J'ai entendu le silence particulier de quelqu'un qui essaie de savoir si la personne dans l'autre pièce dort ou attend. J'attendais, mais je ne suis pas allé vers elle. Elle est venue à la porte de la chambre. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte. Je pouvais voir sa silhouette se découper sur la lumière du couloir. « Christopher » a-t-elle dit.
Je ne retire pas mon nom de l'hypothèque de Simone ce soir, ai-je dit avant qu'elle ne puisse continuer. Cela nécessite un processus formel impliquant le prêteur, mais j'ai déjà rédigé la demande et je l'envoie le matin. Elle est entrée dans la pièce. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Je comprends exactement ce que je fais. Ma mère va, a-t-elle commencé. Ta mère a ri, ai-je dit, dans un restaurant que j'ai payé le jour de mon anniversaire après que tu as jeté un gâteau par terre, et ta mère a ri la première. Jacqueline était silencieuse. Je refuse également de co-signer le refinancement d'Eleanor, ai-je dit. Je n'avais pas officiellement accepté, donc il n'y a rien de formel à annuler. Je te le dis juste pour que tu aies le temps de la prévenir. Christopher, s'il te plaît. Je vais dormir, ai-je dit. Nous pourrons parler demain. J'étais au bureau à 7h15 le lendemain matin. Je suis très rarement au bureau à 7h15. Mon assistante, Priya, qui travaille avec moi depuis 4 ans et est l'être humain le plus perspicace que j'ai rencontré dans un environnement professionnel, m'a regardé pendant exactement 3 secondes quand je suis entré, puis a très discrètement posé un café sur mon bureau sans qu'on le lui demande. J'ai passé les 2 premières heures de cette matinée à faire exactement ce que j'avais dit à Jacqueline que je ferais. J'ai contacté le prêteur gérant la garantie hypothécaire de Simone et j'ai lancé le processus formel de retrait d'un garant. Ce n'est pas un processus simple ou immédiat. Il exige que l'emprunteur principal se qualifie de manière indépendante ou trouve un garant de remplacement et le prêteur doit approuver la transition. Mais j'en avais fait assez professionnellement pour connaître le langage exact, le service exact et la documentation exacte à soumettre. J'ai rédigé la lettre, je l'ai relue et je l'ai envoyée avant 9h du matin. J'ai ensuite appelé mon avocat personnel, un homme nommé Gérald Abrams, qui travaille dans un cabinet du quartier de Streeterville et que j'utilise depuis 3 ans pour diverses affaires professionnelles. J'ai expliqué la situation, non pas les contours émotionnels. Gérald n'a pas besoin des contours émotionnels, mais des détails financiers. Il a posé 3 questions. Il a dit qu'il aurait un examen préliminaire de mon exposition sur mon bureau en fin de journée. Puis je suis allé travailler. J'ai effectué des évaluations de risque sur un portefeuille immobilier commercial qui me posait des problèmes. J'ai eu un appel avec notre partenaire de prêt institutionnel à New York. J'ai déjeuné à mon bureau. J'ai fonctionné. À 14h17, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message vocal était d'Eleanor et je vais partager ce qu'elle a dit parce que je pense que c'est important. Christopher, c'est Eleanor. Je pense que nous avons mal commencé et je veux avoir une conversation. Ce qui s'est passé la nuit dernière était peut-être de mauvais goût. Je l'admets. Mais tu dois comprendre que Jacqueline était simplement. Elle a été sous beaucoup de pression et parfois elle gère cela de manière qui n'est pas idéale. Je suis sûr que tu peux comprendre cela. Ce que j'ai besoin que tu comprennes, c'est que ce que tu fais en ce moment a des conséquences pour des personnes qui n'avaient rien à voir avec la nuit dernière. Simone n'a rien à voir avec ça. Simone a une hypothèque. Elle a une vie. S'il te plaît, rappelle-moi. Je n'ai pas rappelé Eleanor. J'ai cependant transmis le message vocal à Gérald parce que je pensais que sa formulation était instructive. Les 72 heures suivantes ont été, dans le langage honnête de l'évaluation des risques, un test de résistance. Jacqueline et moi vivions dans le même appartement, mais nous nous évitions de la manière prudente et épuisante des gens qui ont dit trop de choses et pas assez en même temps. Elle allait au travail. J'allais au travail. Elle rentrait à la maison. Je rentrais à la maison. Nous occupions les mêmes pièces comme des lignes parallèles, présentes et ne se croisant pas. Son téléphone était constant. Je pouvais l'entendre. La vibration, les sons de notification, les longs moments de sa voix, basse et pressée depuis l'autre pièce. Je n'écoutais pas le contenu. Je n'en avais pas besoin. Je savais de quoi parlaient les conversations. Je savais qui les avait et ce qu'ils voulaient. Le deuxième soir, elle est venue s'asseoir en face de moi dans le salon pendant que je lisais. Elle avait l'air fatiguée. C'est la vérité honnête. Elle avait l'air sincèrement, spécifiquement fatiguée, comme les gens ont l'air lorsqu'ils ont géré quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu de devoir gérer. Ma mère va perdre son refinancement, a-t-elle dit. Ta mère n'a pas actuellement de refinancement, ai-je dit. Elle a une demande en cours. Je ne me suis jamais engagé à cela. Tu n'as jamais dit non. Je n'ai jamais dit oui. Elle a regardé la fenêtre.
Simone a peur. Simone a 6 mois pour se qualifier seule ou trouver un garant de remplacement, ai-je dit. Gérald a examiné son profil financier. Son ratio dette-revenu s'est amélioré depuis l'hypothèque initiale. Elle pourrait se qualifier de manière indépendante maintenant. Elle n'en était pas capable à l'époque. Les choses changent. Gérald, tu as impliqué ton avocat dans cette affaire. J'ai impliqué mon avocat dans une évaluation de mon exposition financière, ai-je dit. C'est à cela que servent les avocats. Jacqueline est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. J'ai posé mon livre. Non, ai-je dit. Tu n'aurais pas dû. J'essayais d'être drôle, a-t-elle dit. La famille était là et ça m'a échappé. Je l'ai regardé. Et c'est la partie de l'histoire que je trouve la plus difficile à expliquer parce qu'elle m'oblige à être honnête sur quelque chose qui n'est pas flatteur pour moi. Parce qu'à ce moment-là, en regardant ma femme assise en face de moi dans notre appartement, l'air fatigué et plein de regrets et sincèrement humaine, j'ai ressenti quelque chose de compliqué. Pas le pardon, pas encore. Mais j'ai ressenti la douleur spécifique d'aimer quelqu'un et d'être incapable de l'atteindre à travers la distance créée par la chose qu'il avait faite. Tu as poussé un gâteau de $300 par terre, ai-je dit, et tu m'as dit de le manger sur le sol lors de mon propre dîner d'anniversaire devant 30 personnes, y compris mon frère. Je sais. Et ta mère a ri. Je sais. Et Devlin avait sorti son téléphone. Elle a levé les yeux brusquement à cela. Il n'enregistrait pas. Je ne sais pas si c'est vrai, ai-je dit. Mais je ne sais pas non plus ce qu'il aurait fait des images s'il en avait. Elle n'a pas répondu à cela. Jacqueline, ai-je dit, j'ai eu mon nom sur plus de $200 000 d'engagement financier de ta famille. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je n'en ai jamais fait un moyen de pression. J'ai signé parce que tu me l'as demandé et parce que je croyais que c'était la bonne chose à faire. Et je me suis assis au bout de ma table d'anniversaire et je t'ai regardé m'embarrasser devant tout le monde que j'aime. Et ta famille a pensé que c'était un divertissement. Ce n'était pas ça, a-t-elle dit doucement. Alors dis-moi ce que c'était. Elle ne pouvait pas. Gérald m'est revenu à la fin de la semaine avec une image complète. La bonne nouvelle était que ma responsabilité directe était plus gérable que le pire scénario que j'avais imaginé. L'hypothèque de Simone était l'élément significatif, mais comme il l'avait noté, sa qualification indépendante s'était améliorée. Le processus formel de retrait du garant était en cours et le prêteur avait confirmé la réception de ma documentation. Délai approximatif de 90 jours pour une résolution complète si Simone coopérait avec l'examen de qualification indépendante. La meilleure nouvelle était ce que Gérald a trouvé lorsqu'il a examiné plus attentivement la documentation du prêt d'équipement initial de Devlin. Lorsque les paiements de Devlin étaient devenus délinquants, j'avais couvert le solde moi-même. Ce que je n'avais pas su à l'époque, ce que ma propreté et ma volonté d'absorber les conséquences m'avaient empêché d'examiner de près, c'est que l'accord de prêt initial contenait une clause spécifique, une disposition d'indemnisation du cosignataire. Elle stipulait qu'en cas de défaut, le cosignataire avait le droit de demander le remboursement intégral à l'emprunteur principal par une action civile. Je n'avais jamais exercé ce droit. Il était simplement resté là, inutilisé, pendant 2 ans. Gérald m'a indiqué le montant, $9 400, le montant que j'avais personnellement couvert pour le compte de Devlin lorsque son food truck s'est effondré. Voulez-vous le poursuivre, a demandé Gérald. J'ai pensé à Devlin assis à ma table d'anniversaire avec son téléphone sorti pendant que la salle riait. Oui, ai-je dit. La lettre de mise en demeure formelle a été envoyée à Devlin à la fin de la 2e semaine. On m'a dit, parce que Jacqueline me l'a dit, sa voix très contrôlée, très prudente, que lorsque Devlin l'a reçu, il a appelé Eleanor immédiatement et Eleanor a appelé Simone et Simone a appelé Jacqueline. Et au moment où la chaîne d'appel a bouclé son circuit, la discussion de groupe familial ressemblait apparemment à une catastrophe naturelle. Eleanor a tenté de me contacter 4 fois de plus au cours des 10 jours suivants. 2 appels téléphoniques qui sont allés à la messagerie vocale. Un message texte qui disait « Christopher, je pense que nous devons parler en adulte ». Un courriel à mon adresse professionnelle que j'ai trouvé vraiment surprenant dans son erreur de calcul étant donné que c'était essentiellement un appel à mon sens de la loyauté familiale envoyé à mon compte de courriel professionnel. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je veux être précis sur quelque chose ici parce que je pense que c'est important.
Ce que je faisais n'était pas de la vengeance au sens théâtral du terme. Je ne le faisais pas pour voir quelqu'un souffrir. Je le faisais parce que j'avais regardé très clairement la structure de ma propre vie. Et j'avais vu que j'avais construit quelque chose de réel professionnellement, financièrement, personnellement, et j'avais permis que cette structure soit utilisée sans respect, sans reconnaissance et sans conséquence. Le gâteau d'anniversaire a été le moment où j'ai compris que ce schéma n'allait pas se corriger de lui-même. Que la seule chose qui changerait l'équation était de changer ce que l'équation coûtait. 3 semaines après le dîner, Jacqueline et moi avons eu la conversation que je savais inévitable depuis la nuit où j'étais sorti de Monteverde. Nous nous sommes assis à notre table de cuisine. Pas de téléphone, pas de distraction. C'était un dimanche matin. Une lumière grise à travers les fenêtres. Le genre de matin à Chicago qui donne l'impression que la ville retient son souffle. « Je veux te dire quelque chose », a-t-elle dit. Et j'ai besoin que tu l'entendes sans décider comment répondre pendant que je parle encore. J'ai hoché la tête. J'ai grandi en regardant ma mère tout diriger, a-t-elle dit. Elle gérait tout et tout le monde. Mon père avant son départ, il était toujours un pas derrière elle, toujours en train de rattraper. Et quand il est parti, elle a simplement continué à tout diriger elle-même. Et je les regardais faire. Et je pense que j'ai appris, je pense que j'ai absorbé que la façon de gérer quelqu'un de capable, de solide et de fiable, c'est de pousser et ils absorbent. Et c'est juste comme ça que ça marche. Elle est restée silencieuse un moment. Je t'ai poussé à ton dîner d'anniversaire, a-t-elle dit. Et tout le monde a ri et je me suis sentie puissante pendant environ 4 secondes. Et puis tu t'es levé et tu es sorti et quelque chose a changé en moi et j'ai su que j'avais brisé quelque chose de réel. J'ai attendu. Je ne te demande pas d'annuler ce que tu fais avec les prêts, a-t-elle dit. Je pense que tu as tout à fait le droit de faire ce que tu fais. Je nous demande s'il y a encore quelque chose ici qui vaut la peine d'essayer de recoller. J'ai regardé ma femme à travers notre table de cuisine. 37 ans, assise en face d'une femme que j'avais choisie délibérément et aimée sincèrement dans une vie que j'avais construite avec patience et soin et une volonté totale de mettre mon nom sur les choses. Je ne sais pas, ai-je dit, et c'était la réponse honnête. Ce n'est pas non, a-t-elle dit. Non, ai-je dit, ce n'est pas non. Voici où en sont les choses maintenant. 6 mois après ce dîner d'anniversaire. Simone s'est qualifiée de manière indépendante pour son hypothèque, le prêteur a confirmé que le retrait du garant était complet. Mon nom est retiré de ce document. Ma responsabilité, 0. J'ai confirmé cela par écrit. Eleanor n'a pas obtenu son refinancement au taux favorable qu'elle espérait. Elle a trouvé un autre co-signataire, un de ses cousins de Rockford, qui avait un profil de crédit solide mais pas exceptionnel. Le taux qu'elle a reçu était adéquat, pas exceptionnel. Elle ne m'a pas parlé directement depuis le message vocal qu'elle a laissé dans ma boîte de réception, ce que je considère comme un résultat acceptable pour toutes les personnes concernées. Devlin a réglé la demande de Gérald de $9 400 à $7 850, ce qui représentait une résolution négociée raisonnable et est arrivé après un certain retard par chèque certifié. Je l'ai déposé. Je n'ai pas célébré. J'ai classé le dossier dans mon dossier de documents personnels sous affaires classées. Quant à Jacqueline et moi, nous sommes en thérapie. Une fois par semaine, une thérapeute nommée Dr Patricia Hollingsworth, qui travaille dans un bureau à Lincoln Park et qui ne permet pas, je peux le confirmer, à quiconque de parler par-dessus l'autre ou de dévier avec humour. C'est l'heure la plus inconfortable de ma semaine. Et je pense que c'est probablement la chose la plus utile que j'ai faite depuis des années. Je ne peux pas vous dire où nous finirons. Je n'ai pas les données pour cette projection. Ce que je peux vous dire, c'est que j'entre dans chaque session en tant que la personne qui a mis son nom sur les choses parce qu'elle croyait en l'idée de la famille et qui a appris à la dure, sur le sol d'un restaurant le jour de son anniversaire. Que la croyance sans limite n'est pas de la générosité. C'est une responsabilité ouverte. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux dire aux personnes qui regardent ceci parce que je sais que certains d'entre vous sont au milieu d'une version de cette histoire. Peut-être que ce n'est pas un gâteau d'anniversaire. Peut-être que c'est un prêt que vous avez co-signé sans réfléchir. Peut-être que c'est un commentaire que votre conjoint a fait devant des gens que vous respectiez et vous avez souri et n'avez rien dit parce que vous ne saviez pas encore ce que vous alliez faire. Peut-être que c'est une famille qui puise dans votre capacité depuis des années et appelle cela de l'amour. Ce que j'ai appris, ce que le gâteau d'anniversaire sur le sol de Monteverde m'a réellement enseigné,
c'est ceci. Le moment où vous cessez d'absorber discrètement les conséquences de quelqu'un d'autre est le moment où il apprend que vous n'avez jamais été obligé de les absorber en premier lieu. Ce n'est pas cruel. Ce n'est pas de la vengeance au sens laid du terme. C'est juste de l'information. C'est montrer à quelqu'un le coût réel de la chose qu'il pensait gratuite. Mon père a co-signé le prêt de son frère parce qu'il croyait que la famille signifiait quelque chose au-delà du sentiment. Je le crois aussi. Je le crois toujours. Mais je sais aussi maintenant ce qu'il ne m'a pas appris, ou peut-être ce que je n'ai pas appris, c'est que le mot famille ne blanchit pas le mot respect. On ne peut pas traiter quelqu'un mal et ensuite s'abriter derrière le mot famille comme si cela annulait la facture. La facture arrive toujours. La mienne est arrivée un jeudi début mars dans une salle à manger privée sur West Monroe Street par une température de 31 degrés, sur le trottoir extérieur, debout seul avec mon téléphone et mon application de notes et une compréhension très claire de ce que j'étais prêt à faire. Cette mot, je retire mon nom de tous les prêts demain, sans appel manqué à minuit. Et pour la première fois en 3 ans de mariage, j'ai eu l'impression que le risque avait enfin été évalué avec précision.